Merci Benoît. On va attendre que tout le monde reprenne sa place. Donc, effectivement, ce matin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup débattu sur finalement le choix le plus adapté de prothèses en fonction des situations, certains étant pro CIA, certains pro VSD, etc. Donc on va essayer de présenter finalement tout le panorama des prothèses qui sont utilisables potentiellement, enfin, ou qui ont été utilisées dans cette indication, et essayer de voir les forces et les faiblesses de chacune. D'abord, finalement, quelles propriétés nous allons rechercher par rapport à ces prothèses? Eh bien, quel est un bon profil pour pouvoir passer dans un petit système de largage, un système de largage de petite taille qui va ainsi passer plus facilement à travers la fuite paravalvulaire. On va aussi chercher un pouvoir occlusif important pour avoir une efficacité et une étanchéité complète, et cela va passer par un encombrement maximal de la fuite paravalvulaire. On va bien évidemment vouloir des formes et des tailles variables pour s'adapter à la morphologie et à la taille des défects. On va chercher une prothèse qui soit stable. On a vu aussi ce matin parfois que les prothèses pouvaient se déloger, emboliser. Donc ce sera un des éléments importants du succès de la procédure. On va rechercher une radio-opacité ou éventuellement même une bonne écogénicité pour pouvoir faciliter le positionnement et le guidage. On va chercher une conformabilité, c'est-à-dire qu'une prothèse qui va bien s'adapter, bien se mouler sur le défect, pour aussi ainsi avoir une meilleure stabilité et être moins traumatique et éventuellement moins risqué de déloger, de déstabiliser la valve. Et éventuellement une élongabilité pour s'adapter aussi aux formes en tunnel à la hauteur que peuvent prendre ces fuites paravalvulaires. On voudra qu'elles soient non thrombogènes pour éviter qu'il y ait des caillots qui se forment et qui embolisent, et qu'elles soient retirables avec un système d'attache de longueur adapté. Mais finalement, quand on recherche tout ça, on n'a pas du tout de prothèse idéale, évidemment. Il y a d'ailleurs très peu de prothèses qui sont, à part la prothèse Occlutech, qui sont validées pour l'utilisation dans cette indication. Et donc on va devoir s'adapter par rapport à ce qui est disponible. Pourquoi des prothèses? Parce que comme vous l'avez vu aussi ce matin, il y a des morphologies qui sont extrêmement variables entre des formes en point, des formes en rond, des formes en croissant, des formes larges, petites, grosses, moyennes. On a tous vraiment des morphologies et des tailles très variables, donc il faut des prothèses qui s'adaptent à la morphologie et à la taille très variable. Le panorama des prothèses utilisées qu'on va discuter, c'est ça finalement. C'est d'un côté beaucoup les vascular plugs, que ce soit surtout les 2, 3, 4. Le plug 1 qui consiste simplement en un petit cylindre est très peu utilisé à ma connaissance, parce que d'abord il risque de manquer de stabilité, et puis il a un pouvoir occlusif qui est insatisfaisant. Donc c'est surtout les plugs 2, 3 et 4 qui sont potentiellement utilisés. Et puis tous les systèmes occludeurs, que ce soit les occludeurs de canaux ou les occludeurs après surtout de VSD et éventuellement de CIA. Et enfin l'occluteur Occlutech sur lequel on passera rapidement. Alors dans la littérature on trouve beaucoup de données sur le vascular plug 2 qui semble utilisé par beaucoup d'équipes, en particulier en position aortique. Pourquoi? Parce que d'abord il a un excellent profil, donc il passe dans vraiment des systèmes de largage de petit diamètre. Et qu'ensuite en fait le fait d'avoir deux disques permet d'avoir une étanchéité qui soit plus satisfaisante. Il va s'adapter, il a une bonne élongabilité, il va pouvoir s'adapter à la morphologie et au tunnel. Et les disques sont de la même taille que le cylindre, ce qui va éviter en fait d'avoir un encombrement trop large, un disque trop large, et qui risquerait éventuellement de gêner les ailettes en position mécanique aortique ou mitrale. Donc c'est une prothèse qui semble assez intéressante dans cette indication, avec des diamètres qui sont quand même très variables, qui peuvent aller quand même aussi, on a toute une gamme de diamètres de 3 jusqu'à 22 mm. Après sur les très gros diamètres, à ma connaissance, on utilisera peut-être plus facilement des prothèses de CIA ou de CIV, mais peut-être que d'autres équipes ont l'expérience avec ces gros diamètres de plug 2. Alors il y a le plug 3. Le plug 3, quand j'en ai parlé à Benoît, il m'a dit « Ah, c'est la prothèse Fort Boyard ». Donc c'est une bonne façon de la reconnaître. Effectivement, c'est cette forme très particulière, elliptoïde, avec ici une partie globale complexe et ensuite un disque. Et finalement, cette prothèse, avec cette forme asymétrique, semble intéressante pour les fuites en croissant. Le problème, c'est qu'elle est finalement disponible dans des diamètres quand même qui ne sont pas extrêmement élevés, donc ça ne correspond pas aux fuites de grande taille. Et puis, elle a un profil qui semble moyen, donc bon, c'est aussi éventuellement une des limites de ce dispositif. Néanmoins, il semble utilisé en particulier par l'équipe suisse, donc éventuellement qui nous ont rapporté l'intérêt potentiel de cette device. Vous voyez ici un exemple où elle va venir prendre une forme tout à fait intéressante sur une valve en croissant, sur une fuite paravalvulaire en croissant. Ou ici, c'était un valve in-ring avec une sapienne en position annulaire mitrale, avec une fuite paravalvulaire sur l'anneau qui a été occlue de même par cette prothèse plug 3.
Alors, il y a des études ex vivo qui ont essayé de voir et de comparer les deux prothèses dont je viens de vous parler, là, la Vascular Plug 2 et le Vascular Plug 3. Et en fait, c'était assez intéressant. Ils ont pris un espèce de moulage où ils ont créé une fuite paravalvulaire autour d'une valve aortique percutanée sapienne. Et dans ce moulage, ils ont créé cette petite fuite paraprothétique et ils ont essayé de l'occlure par deux systèmes, soit un Vascular Plug 2, soit un Vascular Plug 3. Et en fait, ils ont eu une préférence pour le Vascular Plug 2 dans les conclusions du travail, parce que en fait, le Vascular Plug 2 s'est mis de forme tout à fait adaptée avec les deux disques qui sont venus se mettre de part et d'autre de la fuite paravalvulaire avec une étanchéité maximale, alors que le complexe externe du Plug 3 et avec le corps de la prothèse se mettait de façon insatisfaisante avec cet aspect en boule, et quand la prothèse a cet aspect en boule, son pouvoir occlusif est moindre. Alors le Plug 4 est bien connu des cardio interventionnels pédiatriques en particulier. Pourquoi? Parce qu'on aime bien l'utiliser dans tout ce qui est embolisation de séquestration, de collatéral anormal, et parce qu'il a un excellent profil. Il passe dans une petite sonde de diagnostic de tempo, de 4F, ou même dans des JR4 ou des MPA de 4F, et donc il est potentiellement intéressant pour les petites fuites avec des diamètres qui peuvent aller jusqu'à 8 mm pour les deux lobes. Et il a une étanchéité qui est assez intéressante parce que la prothèse est constituée de deux lobes, donc avec un effet occlusif qui est tout à fait favorable. Et on a vu quelques publications dans la littérature avec des fermetures paraprothétiques sur TAVI ou sur valve aortique, sur bioprothèse ou sur valve aortique mécanique, essentiellement en position aortique. Enfin, par exemple, ici, alors on avait discuté, on m'avait posé la question de savoir, tiens, est-ce que tu as vu un cas de fuite paravalvulaire sur une corps-valve qui aurait été fermée par voie percutanée? Et bien, dans cette littérature espagnole, on trouve aussi, effectivement, sur une corps-valve, une fuite paravalvulaire qui a été fermée ici en utilisant un AVP3, puis en mettant en parallèle une deuxième prothèse de type Plug 4. J'ai pas l'expérience, moi, personnellement, en étant cardiopédiatre interventionnel avec la corps-valve, donc je ne sais pas s'ils sont passés à travers les mailles de la corps-valve pour pouvoir aller positionner ce plug, mais probablement. Dans les systèmes des occludeurs, on a vu qu'au début de l'expérience suisse, les ADO1 ont été utilisés, mais après ce que j'ai vu ce matin et avec les problèmes d'embolisation, effectivement, je pense que c'est pas une prothèse que à titre personnel j'ai utilisée, et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement elle semble avoir une stabilité qui est quand même pas très satisfaisante, et d'autre part le disque de rétention va être extrêmement large, et on peut imaginer des conflits avec les ailettes avec ce type de device, mais peut-être que l'équipe de Lausanne nous en dira plus. L'ADO2, par contre, lui est tout à fait intéressant parce qu'il a un profil symétrique avec deux disques. Finalement, c'est une prothèse qui est assez comparable au Vascular Plug 2, sauf qu'à la différence du Plug 2, c'est le cylindre et les disques ont une taille différente, et le disque va être de taille plus importante que le cylindre. Mais donc cette prothèse a un faible profil. Éventuellement, elle pourra être utilisée pour les petits orifices, ou alors en complément après une grosse prothèse lorsqu'il reste un petit orifice résiduel. Elle va avoir une bonne élongabilité, ce qui va lui permettre de se mettre de façon tout à fait favorable dans des petites fuites en tunnel. Et elle a un pouvoir occlusif qui est satisfaisant, même s'il n'y a pas de membrane en PTFE à l'intérieur. Donc c'est une prothèse qui a déjà par exemple été aussi utilisée. Donc c'est un cas qu'on avait fait par voie transapicale à Toulouse à l'époque, où une TAVI avait été positionnée, puis ensuite sur une bioprothèse avait été utilisée cette ADO2, vous voyez cette capacité à s'allonger, à pouvoir s'adapter ensuite à la morphologie. Avec un résultat qui était tout à fait satisfaisant. Par contre, comme elle a des disques qui sont plus larges que le cylindre, le problème qu'on peut avoir avec ce type de prothèse va rejoindre celui des CIA ou des CIV, c'est éventuellement un risque de venir gêner les ailettes lorsque le disque va être trop large par rapport à la place potentielle. La DO2AS, c'est une extension qui a été développée pour la fermeture des prothèses des canaux de toute petite taille, éventuellement en alternative au coil. Donc c'est une prothèse de vraiment tout petit diamètre, et je ne suis pas certain qu'elle ait vraiment une place pour les fuites paravalvulaires qui sont souvent dans des diamètres beaucoup plus importants, mais peut-être sur des toutes petites fuites qui émolisent, mais enfin en tout cas à titre personnel j'en ai jamais vu ou eu l'occasion de l'utiliser en position paravalvulaire. Par contre on a beaucoup débattu ce matin sur la place de l'emplazer septal-occludeur dans cette indication, et c'est vrai qu'avec Alain Fraisse, avec qui j'ai commencé mon expérience à l'époque à Toulouse, c'était une prothèse qu'on utilisait en première intention. Ici c'était une prothèse où on en avait mis deux, mais il restait encore un gros pertuis. Et en fait cette prothèse elle est relativement souple, elle passe dans des systèmes avec un profil qui est assez favorable, et surtout comme elle est souple, elle va s'adapter éventuellement aux angulations que va prendre le système de largage, elle va pouvoir
venir passer dans des systèmes de délivrance 6F pour les prothèses jusqu'à 10 mm, et les prothèses de 10 mm, elles vont avoir un disque qui va aller jusqu'à 10 plus 12 ou 10 plus 8, donc finalement un pouvoir d'occlusion qui va être extrêmement large. Et le fait qu'elles soient assez souples leur permet de s'adapter à la morphologie du défect. Le problème éventuellement associé à ce type de prothèse, il me semble, c'est que finalement, c'est le revers de la médaille, finalement le fait d'être très souple fait que parfois elle ne va pas complètement se tasser, et le fait de rester en boule limitera son pouvoir occlusif, voire même pourrait favoriser dans ces cas-là, à mon sens, le risque d'hémolyse. Et c'est vrai que sur plusieurs procédures où il nous restait des fuites après la fermeture avec des prothèses de CIA, on avait été aussi ennuyé avec des hémolyses persistantes. Donc l'avantage de cette souplesse, eh bien, ça va être la stabilité, comme on le voit ici. Ça va être finalement la conformabilité pour s'adapter à la morphologie du défect. Et ça va être finalement par les disques de grand diamètre un bon pouvoir de couverture et une bonne couverture du défect et finalement lui permettre de fermer des très grandes fuites. On avait une fois utilisé un Emplatzer septal occludeur multifenestré. Pourquoi? Parce qu'on avait essayé d'abord les Emplatzer classiques et en fait la prothèse n'était pas stable. Donc on a voulu chercher à avoir un disque de plus grand diamètre tout en restant dans des... et finalement, dans ce qu'on avait pu mettre, on avait essayé de mettre donc, cette prothèse et on avait eu un résultat qui était assez satisfaisant. La simple limite initiale, c'est que le fait d'avoir un tout petit disque central faisait que la prothèse, par la force de contrainte du ventricule gauche, faisait piston dans l'oreille gauche, et donc on avait le disque atrial qui se soulevait comme ça. Et en fait, on était inquiet avec le risque potentiel de fuite résiduelle, voire d'hémolyse du fait de cet aspect après largage. Et finalement, au bout de 2-3 jours, la prothèse a perdu cet aspect de mobilité, et le résultat était tout à fait satisfaisant. Et enfin, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, par contre, le problème sur le fait parfois de prendre cette forme en bourgeon, où là, l'effet occlusif ne sera pas forcément tout à fait satisfaisant. Ça, c'était une prothèse qu'on a mis récemment ici avec Benoît, mais en même temps, cette souplesse fait que souvent la prothèse va travailler, et dans les jours qui suivent, elle va reprendre une forme un peu plus favorable. Donc certains recommandent plutôt l'utilisation, plutôt que cette prothèse de CIA avec les risques d'hémolyse éventuellement, recommandent l'utilisation de la prothèse de CIV. Alors la prothèse de CIV, c'est pareil, c'est 2 disques symétriques, c'est une membrane à l'intérieur, donc un très bon pouvoir occlusif. Elle est très rigide, elle a été développée pour pouvoir résister aux contraintes de pression entre les deux ventricules. Donc finalement assez adaptée aux situations entre des contraintes de pression entre le ventricule gauche et l'oreillette. Elle peut être disponible, on utilise surtout finalement celles qui vont jusqu'à 10 mm, donc qui passent dans des cathéters de taille relativement satisfaisante. Et la rigidité fait que souvent elle va bien prendre une place avec les 2 disques de façon complètement parallèle et bien plat, ce qui permet un pouvoir occlusif tout à fait intéressant. Donc c'est une prothèse que j'apprécie à titre personnel beaucoup. On l'avait mis à Toulouse à l'époque et on la met aussi ici à Maryland avec Benoît. Le problème sur la dernière que vous a montré ce matin Julien, c'est éventuellement est-ce qu'elle n'a pas contribué cette fuite de par sa rigidité à venir continuer à désinsérer un petit peu la prothèse et expliquer qu'on a eu quelques semaines après, alors que le résultat immédiat était très satisfaisant, une désinsertion secondaire et de la valve et une fuite importante qui est réapparue qui a nécessité une reprise opératoire. Donc finalement cette rigidité qui permet d'avoir un bon résultat, une bonne étanchéité initiale, est-ce que c'est pas aussi secondairement un problème dans le temps? Donc je ne sais pas si on va pouvoir trancher aujourd'hui sur la place de la CIA et de la prothèse de CIA versus la prothèse de CIV pour les gros défects. Finalement, je pense qu'on n'a pas suffisamment de données dans la littérature pour pouvoir trancher, et c'est certainement tout l'intérêt du registre que l'on va proposer de mettre en place par la suite. Donc l'Occlutech Occluder, on en a parlé ce matin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur la forme, sur les caractéristiques du matériel. La simple chose, le problème, c'est qu'il a un profil qui n'est pas très bon, donc effectivement, pour l'instant, on va plutôt l'utiliser par la voie transapicale que par la voie transseptale, mais en tout cas, déjà, la démarche du laboratoire de vouloir mettre en place une prothèse adaptée à ce type de défect est tout à fait intéressante, parce qu'on en discutait tout à l'heure à la pause, mais il y a quelques années, AGA avait proposé de faire une prothèse en croissant qui serait éventuellement adaptée aux fuites paravalvulaires en croissant, mais compte tenu des faibles potentiels d'implantation, l'industrie n'avait pas voulu poursuivre le développement de ce type de device, mais c'est peut-être dommage parce que quand on voit que les indications ont l'air de progressivement se développer, c'est peut-être des dispositifs qu'il faudrait essayer de relancer. Donc ici, des expériences publiées dans la littérature. Alors tout le monde a vu, on va passer là-dessus,
Tout le monde a vu le dernier papier là, qui vient de sortir dans Euro-Intervention 2016 sur les résultats turcs avec cette prothèse. Alors on est toujours surpris, effectivement, parce que c'est pas du tout notre expérience propre, quels que soient les centres, d'avoir 100% de succès de procédure, 100% de vivant à 12 mois, des petites complications précoces dont on n'a même pas besoin de donner des détails tellement c'est mineur. Et finalement, une seule cas de nouvelle fuite. Alors quand il y a une nouvelle fuite, on finit aussi par le faire par voie percutanée. On dit mais pourquoi on a dit qu'il faut encore faire de la chirurgie et pourquoi cette procédure en deuxième intention quand on voit les résultats de cette étude. Mais honnêtement, je pense que c'est complètement biaisé et qu'il y a une population déjà qui a été sélectionnée qui était à bas risque et que ce n'est pas forcément du tout les types de patients que l'on voit actuellement, nous, qui nous sont proposés, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu faire ici ou auparavant. Donc, take-home message de ce travail. D'abord, on n'a que des prothèses off-label, ça c'est un problème, donc il faudra les évaluer, je pense, d'où l'intérêt du registre. Un vaste panel de prothèses sans avoir une prothèse idéale. Vaste panel de prothèses, mais éventuellement, dans ces cas-là, possibilité de s'adapter à la diversité des fuites paravalvulaires dans leur morphologie, dans leur taille, etc. Finalement, ça reste beaucoup de l'avis d'experts, de la cuisine locale. Moi, j'aime bien celle-là, moi, j'ai eu ci, moi, j'ai eu ça. Et finalement, pour l'instant, on a peu d'évidence-based medicine sur savoir quelle prothèse par rapport à une autre, et d'où l'intérêt potentiel du registre qu'on va proposer cet après-midi. De questions? Juste à propos de ce type de série et de l'intérêt du registre, je pense que ce qui cloche dans cette littérature, c'est que ce sont des patients qui ne sont pas nécessairement contre-indiqués à la chirurgie, qui ont des fuites qui parfois ne demandent rien à personne, et parce que ça fait quand même des grosses. Il y a aussi une série espagnole je crois de plusieurs centaines de patients qui a été publiée avec le Vascular Plug 3. Donc peut-être que si nous, on veut vraiment en savoir plus sur les patients dont on se préoccupe, les patients dont on a tous parlé ce matin, il faut peut-être mettre comme critère d'inclusion que ce sont des patients qui sont contre-indiqués à la chirurgie. Je ne sais pas si vous envisagez ce genre de choses ou pas. On va en parler tout à l'heure, mais c'est parce qu'on n'a pas dit contre-indiqués, on sait qu'ils sont au minimum réduit, donc à un risque chirurgical plus élevé, on n'a pas dit strictement contre-indiqués. Hein. Et on en reparlera tout à l'heure, parce que sinon on va avoir du mal à... et on en reparle. Très brièvement, la série de Garcia, elle est petite, 60 patients. Et puis Garcia, c'est lui qui a développé la prothèse, en fait. C'est lui qui a soufflé dans l'oreille de Saint Jude à l'époque, c'était encore un Platzer qui l'a développé. Et puis le papier dans Euro Intervention, j'ai dû le revoir pour le journal, je l'avais déconseillé pour publication, mais comme c'est du nouveau, comme c'est intéressant, comme ça va avoir beaucoup de hits sur le PubMed, et puis ça augmente finalement, sur PubMed, je pense que je dis, l'impact factor de notre journal, ça passe. Je ne suis pas spécialiste de cette technique, mais je ne comprends pas pourquoi on ne développe pas des prothèses semi-lunaires qui même auraient l'avantage de prendre appui sur la périphérie de la zone de suture de la valve pour mieux appuyer le stent. Ça va être plus difficile à mettre. Ça fait plus de 10 ans que c'est potentiellement développable, c'est simplement que le marché est tellement faible qu'ils ne le font pas. C'est la réponse que nous donne l'industrie quand on leur dit ça. C'est pas le marché du TAVI. Hein. Moi, il y a une autre réflexion que j'ai à faire, c'est qu'il y a tout de même l'imagerie préalable, où on n'a pas toujours, même bien, ça s'améliore, et c'est pour ça que toutes ces techniques, il y a plus de prothèses, l'imagerie s'améliore, et c'est pour ça que ces techniques augmentent et qu'on en parle aujourd'hui. Mais sur l'imagerie préalable, on n'a pas toujours une image tout à fait parfaite du trou. Et même si on croit avoir une image parfaite, on prend la prothèse qui paraît la mieux adaptée, puis finalement on voit qu'il y a un trou à côté. C'est aussi une des difficultés. Il y a la prothèse elle-même, je pense qu'il n'y a pas la bonne prothèse. Et les trous sont différents. Et c'est une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas toujours quel trou exactement on va traiter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Oui, je pense que chaque patient est différent, donc peut-être qu'en Europe, on n'a pas assez développé l'aspect CT. Et puis, ce que moi je fais de temps en temps, mais c'est pour des cas vraiment exotiques, j'envoie mon CT à Carlos Ruiz qui le renvoie en 4D. Et c'est vrai que c'est des magnifiques images, mais il est parti, mais je pense que beaucoup... Nous, les interventionnels, on dépend de l'échographiste. Et ce que l'échographiste arrive à sortir de la machine est impressionnant aujourd'hui. Après, il y a des patients qui sont plus ou moins échogènes, aussi où la quantification est difficile. Mais globalement, avec un bon échographiste de nos jours,
je trouve que ça se passe quand même assez bien.